Bonsoir et bienvenue dans Hightech 221, le seul rendez-vous technologique que vous tous attendiez avec impatience. Tout de suite, nous allons vous parler de Daralnet, ou quand la bergerie s'invite dans le numérique. Daral est une plateforme, une marketplace, mise à la disposition des acteurs de l'écosystème de l'élevage. D'une part, on aura le client acheteur potentiel, le berger et les vétérinaires. Alors, la plateforme permettra à chacun de ces acteurs distincts, notamment aux clients, de pouvoir acheter un mouton en ligne, de se faire livrer le mouton, de pouvoir établir, de pouvoir avoir à sa disposition la fiche médicale de chaque animal, voire même avoir une traçabilité parfaite de l'animal, de la naissance à l'achat. Pour le berger, nous mettrons à sa disposition une bergerie numérique. L'idée étant de digitaliser ce qu'il fait manuellement, voire au niveau local, dans sa bergerie, l'amener au niveau digital, en lui permettant d'avoir la possibilité d'établir un état financier à la fin de chaque mois, de tenir une comptabilité, de pouvoir savoir à quelle date est-ce qu'il a vendu un mouton, à qui est-ce qu'il l'a vendu, et voire même avoir la possibilité d'être suivi par un spécialiste, un vétérinaire, et qu'il puisse tenir la fiche médicale de chaque mouton, et en lui donnant la possibilité d'établir une généalogie pour chaque animal qui est dans sa bergerie. Et pour le troisième acteur qui est le vétérinaire, nous lui donnons la possibilité d'avoir une interface qui lui permettrait d'opérer le suivi de chaque animal, qu'il puisse avoir la possibilité de renseigner ses rendez-vous, d'avoir une fiche médicale digitale qu'il pourra renseigner et partager avec ses collègues ou avec ses partenaires. Daral est né d'une idée de dématérialisation. Actuellement, l'idée de pouvoir faciliter l'accès aux moutons, de pouvoir faciliter la gestion d'une bergerie, pas besoin à ce que le berger soit constamment là, ou que pour côté client, pas besoin à ce qu'il se déplace forcément pour aller acheter un mouton. Il peut le faire d'un clic et se le faire livrer. L'idée générale étant de digitaliser le secteur actuel de l'élevage en proposant des services distincts et divers qui pourraient permettre à tout un chacun de pouvoir à temps réel avoir des statistiques par rapport à ce qu'il recherche, de pouvoir à temps réel obtenir en un clic ce qu'il veut. Pour le dernier, pour qu'il puisse administrer sa bergerie à distance et pouvoir se consacrer à d'autres activités. Avec le Daral, nous donnons la possibilité à chacun de nos partenaires de pouvoir disposer d'un espace client, d'un espace qui lui est typiquement réservé et à travers laquelle il pourrait interagir avec nous ou interagir avec les autres parties prenantes de la plateforme. Que ce soit le professionnel, que ce soit actuellement le berger ou le client, ils ont tous des espaces dédiés qui leur permettent d'interagir avec le grand public, avec tout le monde. La particularité avec la Daral, c'est que nous travaillons actuellement avec tout le monde, que ce soit le professionnel, l'amateur ou le passionné. Chacun a son espace dédié qui lui permettra, au besoin de contacter, de demander l'expertise, qui lui permettra de contacter ses pairs, éventuellement de pouvoir échanger et de vendre son mouton. Le souci majeur que nous rencontrons actuellement, c'est plutôt par rapport à la scepticité des gens, avec l'idée d'acheter en ligne. Pour certains, ce serait un peu de l'arnaque de devoir acheter un mouton en ligne, du vivant, et de se le faire livrer. Mais par contre, nous, au niveau de la plateforme, nous proposons quand même des solutions digitales. Et on va même jusqu'à présenter, avant l'achat du mouton, des vidéos, des photos sur tous les angles du mouton avec toutes les caractéristiques qu'il faut. Et donner même la possibilité aux clients de demander à consulter le produit avant de l'acheter. Nous nous déplaçons avec le produit, on vient, on le lui présente et s'il accepte, on procède à l'achat. Nous sommes actuellement incubés au niveau de ODC, Orange Digital Center, dans un bâtiment dans lequel on a un espace startup dédié et nous suivons un programme dans le cadre de l'accompagnement afin de pouvoir commercialiser le produit et commencer à le rentabiliser. Après la bergerie qui s'est invitée dans le numérique, nous allons parler d'un autre secteur qui est le transit à travers Shop Me Away. Shop Me Away, c'est une structure de transit disposant d'une plateforme qui facilite la mise en relation des clients avec les marques internationales. La plateforme fonctionne de manière très simple. Donc dès que vous tapez www.shopmeaway.com, vous y accédez. Maintenant, en fonction de la demande que vous avez besoin, vous pouvez soit faire une commande personnelle, c'est-à-dire pour ceux qui sont habitués à aller dans les sites, rentrer leur carte bancaire et faire leur commande directement en renseignant une adresse d'une connaissance à l'étranger.
Maintenant, cette option-là, la personne, à la place de mettre l'adresse d'une personne qu'elle connaît, elle va juste renseigner notre adresse, soit aux USA, soit en France ou soit en Chine. Maintenant, la deuxième option, c'est réservé à ceux qui n'ont pas la possibilité de procéder au paiement bancaire ou ceux qui n'ont même pas de carte bancaire et qui souhaiteraient passer commande. Donc, ils peuvent payer à partir d'ici par les monnaies d'échange, Orange Money, Wari, ainsi de suite. Et à ce moment-là, c'est nous qui allons lui-même lui faire la transaction et par le biais qu'il nous renvoie seulement les liens renseignant les produits qu'il va acheter. Et par la suite, dès qu'on passe la commande, il sera informé avec un numéro de tracking et pour obtenir le suivi de son colis en s'abonnant au site, en s'inscrivant pour avoir un compte personnel. Les avantages de la plateforme, c'est de faciliter déjà le travail des gens sur deux axes. Déjà, le mode de paiement. Hormis ça, il y a aussi la logistique. Parce que dans les cas où la personne passe par la plateforme, les deux options lui sont ouvertes, comme il peut tout lui-même faire comme il se doit dans un temps très réduit. En 2-3 clics, en principe, si vous savez ce pourquoi vous êtes venu sur le site et les articles que vous voulez chercher, ça se fasse rapidement. Et le reste, nous aussi, on tâche de faire la même chose. Dès que vous allez sur Internet, vous faites www.shopmiway.com, vous y avez automatiquement accès. Maintenant, vous avez normalement des vidéos illustratives qui vous montrent comment faire une commande personnelle ou comment faire une commande en passant exactement par ShopMiway du début jusqu'à la fin pour qu'on vous assiste dans ce sens-là. Et par la suite, vous avez aussi normalement la possibilité d'aller chercher un lien, c'est-à-dire un article, si vous ne le trouvez pas dans notre catalogue international, d'aller vous-même le renseigner dans le site pour qu'on puisse par la suite faire la commande pour vous et après faire le suivi qu'il faut, le temps que vous puissiez recevoir votre colis dans un délai très réduit. Dans ce dossier TechZoom, nous allons vous parler de la photographie numérique. C'est vrai, vous allez me dire que nous en avions déjà parlé à travers un TechGuest. Mais aujourd'hui, ce dossier que nous allons vous présenter vous parle de la différence entre la photographie numérique et la photographie argentique. Quelle est selon vous la photographie qui est la moins coûteuse pour la personne qui l'emploie? D'où est-ce que la photographie numérique a pris sa genèse? Et est-ce qu'il y a une préférence entre la photographie argentique ou la photographie numérique? En quelques années, la photographie numérique a bouleversé les habitudes du public et des professionnels. On le doit au progrès très rapide des capteurs dont la qualité d'image n'a plus rien à envier à celle des meilleurs films argentiques et sur l'agrément d'emploi comparé aux contraintes inévitables de l'utilisation des pellicules. Qu'est-ce que la photographie numérique? Voilà, la photographie numérique, on peut dire que c'est ce qu'on voit maintenant avec la nouvelle technologie de l'information. Alors la photographie numérique, c'est juste de la photographie que l'on récupère en format fichier numérique sur ordinateur éventuellement. Du moment qu'on utilise les cartes mémoire et qu'on sait tout de suite décharger dans un ordinateur, on fait du numérique. On peut faire de la photo avec n'importe quel appareil. Il n'y a plus de pellicule, on ne va plus au labo pour laver et attendre. Comment est née la photographie numérique? Vers les années 1800, 1700, quelque chose comme ça, il y avait la photographie analogique, qu'on appelle aussi la photographie argentique. Avec le fil du temps, l'être humain a cherché à améliorer ses activités dans tous les domaines. Donc, à un moment donné, la photographie est née. Autant, il y avait de la pellicule. C'est-à-dire ce que nous tirons, le photographe, quand il tient son appareil photo, pour tirer une prise, il a besoin de ce qu'on appelle de la pellicule et il ne voyait pas ce qu'il tirait. Je pense bien même que le premier appareil portable, déplaçable, je dirais, s'appelait le mammouth, tellement il était énorme. Par la suite, il y a eu des petits boîtiers jusqu'à ce qu'on appelle le daguerreotype, qui est devenu le modèle standard général jusqu'à aujourd'hui. Il va falloir tirer la prise, l'amener au laboratoire, le faire dans un film, ce qu'on appelle le papier film, pour savoir ce qu'on a tiré. Et à cette époque-là, on parlait de photographie argentique ou analogique. Et c'est ce même procédé qui s'est numérisé. La photographie numérique s'est répandue à une vitesse stupéfiante et a complètement remplacé la photo argentique. Du côté des professionnels, c'est aussi une révolution.
Par exemple, les photographes de presse peuvent maintenant envoyer immédiatement leurs clichés depuis l'autre bout du monde par Internet. Quelle est l'utilité de la photographie numérique? Son utilité, je dirais, c'est la diffusion, qui est devenue beaucoup plus large, parce qu'avant, c'était l'impression sur papier qui était l'une des principales utilisations de la photographie. Aujourd'hui, on peut publier sur n'importe quel support pratiquement avec la photographie numérique. Pour moi, l'utilité, c'est le fait de pouvoir avoir ces images tout de suite sur l'ordinateur et puis imprimer ou aller au labo. L'utilité, c'est que tu gagnes du temps. En même temps, tu peux faire tes retouches numériques en même temps. Donc, il y a une très grande différence, il y a un avancement, je peux dire un développement par rapport à ces aspects. On a tellement d'offres de services et le client veut tout de suite avoir ses photos le même jour, le soir ou le lendemain. Donc, c'est la rapidité d'avoir un produit fini. Quelle est la différence entre une photo numérique et une photo analogique? La différence, c'est que maintenant, la partie LCD, on peut voir ce qu'on tire, et on peut corriger la photo automatique. Alors qu'autant, il va falloir tirer la prise, l'amener au laboratoire, le faire dans un film, ce qu'on appelle le papier film, pour savoir ce qu'on a tiré. Donc vous voyez qu'il y a une grande différence entre la photographie numérique et analogique. C'est le timing, c'est le temps qu'on prend pour laver notre photo en analogie et puis le temps de faire la retouche, d'imprimer notre photo, ce qu'on fait aujourd'hui en tant que photographe numérique. Mais il y a aussi les textures. Nous, on fait des retouches qui quand on sort la photo, elle est très différente par rapport à la base, alors qu'il n'y avait pas cet aspect-là avant. C'est le résultat final que l'on cherche, l'impression finale. Donc aujourd'hui, en termes de production, le procédé est différent, mais en termes de résultat, c'est pratiquement le même. Cette large adoption de la photographie numérique a bénéficié de la miniaturisation de l'électronique, qui permet entre autres de développer des capteurs donnant des images de qualité croissante. Être photographe, c'est une passion ou un métier? La passion, c'est du gratuit, c'est du passe-temps, rien à faire. Non, pas du tout. Une passion, elle est toujours professionnelle et payante. Parce qu'en fait, c'est là où on distingue le pro, enfin ce que j'appellerais le professionnel et le pro. Le professionnel, c'est juste celui qui fait son travail et est payé. Je faisais de la photographie passionnellement. Bon, j'ai commencé dans une institution islamique où je dirigeais le secteur de la communication. Donc c'est moi qui gérais la partie numérique de cette institution. C'est une passion qu'on a transformée en métier. Donc au fil du temps, maintenant les gens me connaissent petit à petit, donc ça a devenu un métier. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'amour avant même que vous le faites du métier, quoi. Donc pour moi, c'est les deux. Passion et profession, c'est pareil. Ça va de pair et même il faut mieux payer le passionné que le simple professionnel. Un photographe se doit d'être créatif, patient, polyvalent et enthousiaste. Pour devenir un photographe professionnel, on doit suivre des formations et des stages pratiques. Place à notre partenaire qui va nous parler de la 5e édition du Linguère Digital Challenge. Bonsoir. Après le succès des années précédentes, le Linguère Digital Challenge revient pour sa 5e édition. Vous êtes une femme évoluant dans le secteur de TIC ou utilisant le TIC dans vos activités. Tentez de gagner la 5e édition du Linguère Digital Challenge. Premier prix, 10 millions. Deuxième prix, 5 millions. Troisième prix, 4 millions. Rendez-vous sur www.sonatel.sn/LDC pour déposer votre dossier de candidature. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 5 mars 2020. Bonne chance! Est-ce qu'il vous arrive souvent de créer un mot de passe dans Google Chrome et de ne pas pouvoir l'effacer? Aujourd'hui, c'est possible et Professeur Harris, qui est toujours là pour nous montrer les petits tips, va nous apprendre aujourd'hui comment supprimer des mots de passe dans Google Chrome. Comme beaucoup d'internautes,
Vous avez peut-être laissé le soin à votre navigateur de gérer vos identifications de connexion et vos mots de passe. Que ça soit par paresse ou par facilité, il est temps de bousculer cette mauvaise habitude et de laisser la gestion de ces données sensibles à un utilitaire dédié. Contrairement à ce que l'on peut penser, l'adoption d'un outil spécialisé pour gérer ces mots de passe n'est pas aussi pénible qu'il n'y paraît. Il suffit dans un premier temps d'exporter son trousseau d'accès, puis de l'importer dans le nouveau gestionnaire de mots de passe. La transition est assez simple et vous permettra de sécuriser vos mots de passe sur vos nouveaux appareils. Une fois que tous vos mots de passe sont correctement exportés et sauvegardés au sein d'un gestionnaire de mots de passe dédié, ouvrez Chrome, cliquez sur le menu principal et rendez-vous dans les paramètres du navigateur. Sous l'intitulé Saisie automatique, cliquez sur Mots de passe. En cliquant sur le bouton d'option figuré par 3 petits points, vous pourrez supprimer chaque mot de passe individuellement. Pendant que vous y êtes, pensez à décrocher l'option proposée d'enregistrer les mots de passe afin d'éviter de sauvegarder par erreur un mot de passe dans le navigateur. Cette méthode reste toutefois laborieuse. Heureusement, il est possible de supprimer en une seule fois l'ensemble des mots de passe enregistrés dans le navigateur. Pour cela, depuis le panneau de paramètres de Chrome, accédez aux paramètres avancés. Rendez-vous dans le menu Confidentialité et Sécurité et cliquez sur Effacer les données de navigation. Dans le pop-up qui s'affiche, placez-vous sur l'onglet Paramètres avancés, cochez la ligne mot de passe et autres données de connexion, puis cliquez sur Effacer les données. Tous les identifiants et mots de passe enregistrés dans Google Chrome et synchronisés avec votre compte Google seront définitivement supprimés. Et voilà, c'était tout pour le tips de ce numéro. On se donne rendez-vous prochainement dans un nouveau tips. Merci. L'élément que je vais vous présenter, je le pense, va remporter un franc succès. Il s'appelle Silence No. Silence No est un petit anneau qui peut être introduit dans les narines. Et devinez quoi? C'est fait pour éviter les ronflements ou encore les apnées du sommeil. En tout cas, je pense que cet anneau va être en rupture de stock. Suivez mon regard. Le Silence No est un tout petit appareil en forme d'anneau, pratique, mini, simple, que l'on place dans le nez dans le but de favoriser l'ouverture des narines en les écartant. Très simple d'utilisation mais surtout très efficace pour réduire le ronflement, il agit sur les apnées du sommeil et améliore globalement la qualité des nuits de ronfleurs. Vous, moi qui dormons mal à cause de nos ronflements ou de nos apnées et qui empêchons tout le monde de dormir. Spécialement conçu pour faciliter le débit respiratoire et améliorer la qualité de la respiration pendant le sommeil, le Silence No s'adapte le plus simplement du monde grâce à son système d'aimant à toutes sortes de narines. Une fois positionné, il vise à bien séparer les cournées nasaux, facilitant ainsi le passage de l'air à l'intérieur du nez sans risque d'obstruction. Le résultat ne se fait pas attendre et dès les premières nuits, on peut observer une meilleure fluidité du débit respiratoire, une diminution, voire une cessation du ronflement et des apnées du sommeil, mais aussi une amélioration considérable de la qualité de nuit du dormeur et de son entourage. Une planche super high-tech qui vous permet de vous déplacer en milieu marin, ça vous dit? Eh bien, nous allons vous présenter Seabob. Conçu tout simplement pour la nage, le Seabob vous permet de vous déplacer en milieu marin et sous-marin sans solliciter le moindre muscle. Grâce à ces deux contrôles grips, il ne vous suffit que de vous agripper à cette planche high-tech, elle vous tractera grâce à sa motorisation électrique de pointe. Le Seabob a été imaginé à partir de composants de qualité supérieure dont du carbone, des revêtements céramiques éprouvés et des métaux antioxydants. Au cœur de ce jouet premium, il a un système de propulsion électrique et éco-friendly. Il s'agit du E-Jet Power System. Grâce à son rotor ultra moderne, ce dispositif aspire et rejette sous haute pression l'eau vers l'extérieur, en résultant non seulement une poussée élevée en couple exceptionnelle, mais aussi une consommation énergétique très faible. Placé à l'avant du Seabob, le poste de pilotage, grâce à son écran couleur, affiche en temps réel les données clés sur l'état de l'engin. Il montre le niveau de charge des accumulateurs, la profondeur de plongée, la température de l'eau ou encore la puissance enclenchée. À sa gauche et à sa droite, deux contrôles grips et 4 capteurs à technologie piezo contrôlent la vitesse et la trajectoire du Seabob. Le bouton vert l'accélère, le rouge le ralentit, tandis que les deux autres, le blanc et le vert, personnalisent sa conduite. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Hightech 221, toujours sur la même chaîne, même fréquence. En attendant, j'espère que vous avez tous et toutes passé une très belle fête de Saint-Valentin.
Quand vous aimez quelqu'un, dites-le lui, n'attendez pas un seul jour.